7 mai 1992, Tokyo, Japon, un homme à la mer. Avant de quitter Los Angeles pour entamer une tournée qui les amènerait au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande en avril 1992, les 4 membres des Red Hot Chili Peppers s'étaient rendus dans le studio de Mark Seliger, photographe principal de Rolling Stone, pour faire la couverture du magazine. C'était la première fois qu'on leur faisait cet honneur et ils étaient surexcités. Blood, Sugar, Sex, Magic, leur premier album chez Warner Bros., leur nouvelle maison de disques, s'était déjà écoulé à plus de 1 million d'exemplaires grâce au succès radio de sa surprenante ballade Under the Bridge. L'heure de gloire semblait avoir sonné pour ce quartet hyperactif et tatoué de la tête aux pieds, dont le look reflétait la sous-culture skate de Los Angeles et le son devait autant à Funkadelic qu'au Clash. Le début des années 90 fut un âge d'or pour la presse musicale. Les groupes comptaient sur elle pour refléter et magnifier leur prestige et confirmer qu'ils méritaient leur place dans la course. Faire la couverture des magazines était un signe de succès incomparable. Chaque étape pour y parvenir comportait son lot de manœuvres politiques. Une fois passée l'excitation d'apparaître dans la presse, les groupes et les artistes visaient la couverture. Le fait qu'on soit considéré suffisamment important pour décrocher la couverture était à la fois une consécration, un levier utile pour augmenter vos prix et un avertissement stipulant à vos rivaux que vos tanks étaient devant chez eux. Les rockstars n'ont pas envie de partager la vedette. Les groupes de rock recherchent uniquement la domination. L'emporter sur la concurrence ne suffit pas. Il faut écraser l'adversaire. Quand le magazine Q remplaça ses mosaïques pour une photo de couverture pleine page, les groupes furent subitement très attirés par l'idée d'y figurer, tant qu'il n'était pas question de partager. En 1992, les exigences visuelles avaient été revues à la hausse. Les groupes de rock qui firent la couverture de Rolling Stone cette année-là, Def Leppard, Nirvana et R.E.M., risquaient subitement de paraître un peu ternes et sans relief à côté d'un Ice-T en uniforme du LAPD, d'une Sharon Stone en maillot de bain déchiré et des belles gueules insolentes de la série Beverly Hills. Le rock avait perdu le monopole du glamour et de la rébellion. Désormais, la jeunesse avait des alternatives. Les Red Hot Chili Peppers étaient populaires grâce à leur musique, mais devinrent célèbres grâce au coup de la chaussette. C'était Anthony Kiedis qui l'avait mis au point. Cherchant à repousser les avances d'une jeune femme, il lui avait ouvert la porte complètement nue, hormis une chaussette recouvrant son pénis. Le groupe avait réitéré et perfectionné ce numéro jusqu'à en faire un moment fort de certains sets. Les 4 membres du groupe, Kiedis, le bassiste Flea, le batteur Chad Smith et le guitariste John Frusciante, remontaient sur scène pour un rappel sans rien porter hormis une chaussette recouvrant leurs membres respectifs. Leur première tentative avait eu lieu dans un bar à striptease de Hollywood appelé le Kit Kat Club. On leur avait donné le feu vert avant le concert, mais une fois confrontés à la réalité des faits, le gérant du club, outré, se précipita dans les coulisses en hurlant « Pas de poils, j'avais dit pas de poils !» Alerté de la possibilité d'une récidive des Red Hot Chili Peppers dans sa zone de juridiction, la police locale se vit assurer que les chaussettes tenaient bien en place, grâce à des fils de fer. Il n'en était rien. Rolling Stone comptait bien sûr faire un clin d'œil aux gestes qui avaient forgé leur réputation. Les Red Hot Chili Peppers n'étaient pas le genre de groupe à reculer devant l'évidence. Reste qu'une reproduction pure et simple du coup de la chaussette
aurait été trop dur à avaler pour les distributeurs du magazine. À la place, Seliger décida de les photographier les mains placées devant leur partie intime. Le groupe valida les photos et décolla pour sa tournée japonaise. Il donna 5 concerts et se trouvait à Tokyo le 7 mai pour préparer le 6e. Kiedis était au téléphone avec un journaliste néo-zélandais, évoquant leur prochaine date sur l'île, quand Flea fit irruption dans sa chambre. John Frusciante quittait le groupe sans préavis et sans attendre la fin de la tournée. Il voulait partir sur le champ. Le concert du soir allait être annulé et le restant de la tournée interrompu jusqu'à ce qu'il trouve un remplaçant. Kiedis alla voir son guitariste. Un seul échange de regards suffit à le convaincre que John avait pris sa décision. Personne n'essaya de s'en prendre à lui ou de lui mettre son contrat sous les yeux. Kiedis était confronté à une situation professionnelle qui n'arrivait que dans le rock. À seulement 22 ans, Frusciante appartenait de fait à une génération plus jeune que celle des autres membres. Fan du groupe depuis ses 15 ans, il avait été embauché après la mort de leur précédent guitariste. Son besoin de quitter la tournée sur le champ et la bonne volonté de ses 3 confrères à le laisser partir soulignaient l'étrange personnalité des Red Hot Chili Peppers. Leur décision ne s'expliquait pas seulement parce qu'ils se revendiquaient du punk rock et plaçaient l'indépendance au-dessus de tout, comme tant de groupes qui perçaient à la même époque. Ils étaient aussi des gosses de Hollywood, si bien qu'ils avaient une tendance naturelle à tout prendre de haut. Mais comme la plupart des gosses de Hollywood, ils n'y étaient pas nés. Enfant, Anthony Kiedis avait été ballotté entre sa mère vivant dans le Michigan et son père à Hollywood. La remarque la plus détaillée qu'il ait jamais faite sur ce dernier est qu'il traînait dans la scène musicale. Il vendait des drogues à Led Zeppelin, Keith Moon et d'autres clients du Rainbow Bar and Grill. Il aimait habiller son fils comme une réplique miniature de lui-même et l'amener avec lui dans ses virées en ville. Ensemble, ils formaient un curieux duo, fréquentant les fêtes hollywoodiennes classées X, le père semblant trop vieux pour la scène et le fils bien trop jeune. Comme un parent français donnant à ses enfants du vin dilué dans de l'eau à un repas de famille, il autorisait son fils à prendre un petit peu d'acide. Comme un aristocrate victorien, il avait décidé de s'occuper de l'éducation sexuelle de son fils, s'arrangeant pour que la jolie Kimberly du Rainbow Bar le soulage du fardeau de la virginité avant même qu'il n'ait atteint l'âge légal. Sa politique parentale était simple. Je lui laissais faire tout ce qui lui chantait. L'idée selon laquelle lâcher du lest à un enfant lui évitait de péter les plombs quand il grandirait fut contredite par la tournure que prirent les événements pour le jeune Anthony. Adolescent, il vivait à Hollywood à plein temps. Son père était si erratique qu'il trouva de la stabilité en l'improbable personne de Sonny Bono, connaissance d'une des petites copines de son père. Il se lia d'amitié avec sa fille, Chastity. Les tensions avec son père l'obligèrent à partir de chez lui alors qu'il était toujours adolescent et à dormir sur le canapé de ses amis et même dans des immeubles abandonnés. Durant cette période, il tomba dans l'héroïne et ne chercha pas à soigner sa dépendance avant la mort d'overdose d'Hitley Slovak, membre des Red Hot Chili Peppers en 1988. Le groupe s'était soudé autour de son amour de la musique et des drogues, mais, comme toujours, ses membres ne mettaient jamais en question la gravité de la dépendance de chacun. Traditionnellement marqués par l'amitié virile, les groupes préfèrent ne pas creuser trop profond. Comme l'avaient avoué les membres de Joy Division après le suicide de Ian Curtis, on ne savait pas qu'il était sérieux. Au sein des Red Hot Chili Peppers, la drogue était un secret que chaque membre gardait pour soi. Avant la mort du guitariste, Slovak et Kiedis s'étaient vus pour la dernière fois à l'aéroport de Los Angeles au terme d'une tournée européenne. Ils s'étaient serrés dans les bras en se promettant de ne pas déconner. Puis, chacun a directement filé chez son dealer,
se remémora Kélis. Flea, le bassiste, était né en Australie. Une émigration et une séparation familiale plus tard, il se retrouva à Hollywood avec un beau-père jazzman que personne ne voulait embaucher. Il réparait des voitures dans son jardin, se droguait, et il lui arrivait de se passer les nerfs et ses frustrations en devenant violent. Le jeune Flea n'osait plus rentrer chez lui. Beaucoup de gosses ressentaient probablement la même chose au lycée Fairfax High, où une forte proportion des élèves avaient des parents qui étaient dans le show business ou s'accrochaient de toute leur force à l'illusion d'en faire partie. Contrairement aux rockstars des décennies précédentes, ces gosses avaient grandi dans une atmosphère extrêmement permissive. On leur laissait se laisser pousser les cheveux au lycée et faire toutes les choses qui allaient avec. Né en 1970, John Frusciante était l'un des meilleurs guitaristes amateurs de toute la Californie du Sud. Les parents de gosses comme Frusciante n'étaient pas inquiets de les savoir enfermés dans leur chambre, fumant de l'herbe en s'exerçant sur des riffs de Steve Vai. Au moins, ils savaient où il était. Extrêmement timide, plus jeune et moins sociable que le reste du groupe, il avait développé ses aptitudes à la guitare dans l'isolement. À présent, il était parachuté musicien et showman professionnel, sans qu'on les briefait sur les aspects moins reluisants du métier. Quand le groupe ne jouait pas, Frusciante menait ce qu'il tenait pour une vie à la Captain Beefheart. Il fumait de l'herbe, buvait du vin, jouait de la guitare et remplissait des cahiers de coloriage. Un univers à 1000 lieues de la frénésie des tournées où le show doit continuer coûte que coûte. Maintenant que le groupe avait livré un album énorme et entamé une tournée à l'avenant, Frusciante commençait à angoisser. Ces problèmes firent surface au cours de l'enregistrement de Blood, Sugar, Sex, Magic. Durant les sessions, il se mit à entendre des voix. On le mit en garde. S'il suivait le groupe, il n'irait pas au bout de la tournée. Il survécut aux escales américaines et européennes en 1991, mais une fois arrivé au Japon, il était lessivé. Les groupes de rock fonctionnent en roue libre. Un problème comme celui de Frusciante pouvait donc très facilement couver sans que personne ne le remarque ou n'aborde le sujet. Il avait intégré le groupe alors qu'il était encore très jeune et suffisamment impressionnable pour avoir envie d'imiter Flea une fois l'avoir vu se défoncer avant de monter sur scène. Puis il s'était mis à l'héroïne. J'ai décidé de devenir un camé. Je pense que j'ai fait le bon choix. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de m'isoler complètement de la folie du monde extérieur, déclara-t-il après son départ du groupe. Plus tard, au cours de la même année, il se présenta à une audition des Mea Puppets en Arizona. Il était arrivé pieds nus, avec un étui à guitare vide. Le groupe lui fit passer l'audition pour la forme, mais quelque chose ne tournait visiblement pas rond. Dans d'autres domaines comme le théâtre ou la musique classique, les artistes décident rarement de tout plaquer, avec des conséquences aussi lourdes pour leurs collègues. Dans le rock, il n'y a ni doublure, ni cascadeur, ni remplaçant. L'une des règles est que chaque musicien possède un style unique et qu'il serait impossible et irrespectueux de vouloir le répliquer. Une autre est que les musiciens doivent s'impliquer totalement dans leur mission, et que si le cœur n'y est plus, les obliger à continuer, ne serait-ce que pour une poignée de dates, serait cruel et anormal. Les Red Hot Chili Peppers firent un essai avec un nouveau guitariste, puis un autre. Ils reprirent ensuite leur tournée au mois de juin. Heureusement, le départ inopiné de Frusciante avait eu lieu avant que la couverture de Rolling Stone ne soit mise sous presse. Grâce à l'arrivée de la reproduction numérique, le directeur artistique retira le guitariste de la photo. Le groupe se retrouva momentanément réduit à un trio, 3 hommes nus. Frusciante avait été retiré de l'image et de ce fragment d'histoire. Les Red Hot Chili Peppers
avait perdu un membre. Vu ce qu'on voyait sur la photo, ça n'était pas le seul qui avait disparu.